dans un immeuble insalubre ou dans un quartier pourri. Ils ont filmé les grands ensembles. Samedi à 15h15 sur Public Sénat. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne les travaux de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Les sénateurs auditionnent Jean-Pierre Jouyet, président de l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. L'objectif de cette commission d'enquête est d'évaluer plus précisément l'ampleur de ce phénomène. Selon Éric Bocquet, le rapporteur de cette commission d'enquête, l'État français perdrait en effet entre 50 et 80 milliards d'euros de recettes à cause de l'évasion fiscale. Tout de suite, donc sans plus tarder, direction la salle Clémenceau. Bonne matinée à tous. Je vous rappelle, messieurs, que conformément au terme de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment et que tout faux témoignage est passible des peines prévues aux articles 434-13 et 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vais vous demander de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Pour ce faire, vous lèverez la main droite et vous direz « Je le jure ». Je vous invite à le faire. Je le jure. Merci. Je le jure. Merci, monsieur. Donc je vous propose de commencer cette audition par un exposé liminaire, puis de répondre aux questions de notre rapporteur, monsieur Éric Bocquet. Et puis après, nous procéderons aux questions-réponses des membres de la commission pour approfondir le débat. Monsieur le Président, vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Je vous remercie de nous avoir conviés avec le secrétaire général, Thierry Franck, Sophie Catrom, que vous connaissez bien, nous exprimer sur ce sujet important et j'allais dire récurrent de l'évasion des capitaux, même si c'est un sujet sur lesquels, avec le secrétaire général, nous avons davantage travaillé dans des fonctions antérieures que dans celle-ci. Et tiens à vous préciser qu'au regard de ces missions, le rôle de l'AMF dans la lutte contre l'évasion fiscale n'est pas direct, mais nous le côtoyons par le biais des enquêtes et de la lutte contre le blanchiment. Au plan international, l'autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues dans le strict cadre de ses compétences, à l'exclusion de toute question fiscale qui reste hors champ des compétences de l'autorité des marchés financiers, y compris dans les relations avec ses homologues. Alors, sur le champ de compétences de l'AMF, il est limité à la matière boursière et financière, ne peut donc pas rechercher dans le cadre de ces enquêtes et de ce contrôle de possibles délits fiscaux. Cependant, comme vous le savez, au vu des dispositions du Code pénal, au vu de ce qu'est le Code monétaire et financier, si dans le cadre de ces attributions, l'autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République à qui elle doit transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Ainsi, ces dernières années, 2 enquêtes relevaient de la fraude fiscale et ont été transmises au parquet et à Tracfin. La première enquête concernait une entité dont le siège social théorique était au Luxembourg, mais le siège effectif était en France, ce qui a constitué une fraude à l'impôt sur les sociétés suivie d'une fraude à l'ISF du dirigeant. Sur l'autre enquête, il s'agissait d'opérations capitalistiques très complexes avec dissimulation d'un produit de 100 millions d'euros. Le secrétaire général souhaitera peut-être s'exprimer sur ces enquêtes puisque c'est lui qui les conduit dans le cadre de la répartition des pouvoirs à l'autorité des marchés financiers. Dans ce cadre, nous ne transmettons pas au fisc nos résultats, car cela est contraire à nos accords de coopération internationale. On les transmet au parquet et à Tracfin. Vous me direz pourquoi, sous le contrôle du secrétaire général, c'est parce que dans la coopération administrative que nous avons, comme pour d'autres autorités,
La coopération administrative est limitée au champ de spécialisation des autorités administratives. Donc quand nous coopérons avec la SEC, quand nous coopérons l'autorité américaine, quand nous coopérons avec le FSA, l'autorité britannique, avec la BaFin, l'autorité allemande, avec les autorités luxembourgeoises ou avec encore d'autres autorités, nous coopérons sur les informations recueillies au fin de ce que sont nos compétences. Et dans les accords que nous avons et dans ce qu'est le cadre de l'Organisation internationale des marchés financiers, IOSCO, il est très clairement indiqué qu'on ne doit pas outrepasser les mandats qui sont les nôtres dans le cadre de la coopération. Les gens aimant bien savoir déjà, pour vous dire la vérité, puisque vous l'avez dit, lorsqu'ils savent que l'on transmet des informations à la justice, ils demandent 2 fois quand même à le regarder. Parce que même pour la transmission à la justice, dans les accords de coopération internationale administrative, vous pouvez avoir un certain nombre de limitations. Alors, malgré tout, à plusieurs reprises, les autorités françaises ont réitéré leur volonté de s'inscrire en première ligne de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ce positionnement est un enjeu pour le régulateur. C'est bien évidemment un enjeu réputationnel, économique, mais aussi politique, puisque ce thème était à l'ordre du jour de la présidence française du G20. À cette occasion, la France a voulu relier plus lisiblement les 3 thèmes du blanchiment, de l'opacité fiscale et des cadres réglementaires en visant explicitement les paradis fiscaux et en corrélant étroitement cette lutte à la question de l'aide au développement. Alors, dès le début du mandat que nous avons exercé avec le secrétaire général, nous avons souhaité que la lutte contre le blanchiment des capitaux s'inscrive dans le plan stratégique de l'autorité des marchés financiers et que nous puissions nous insérer en ce domaine. Comme vous le savez, le GAFI a élaboré des standards de référence que les pays doivent mettre en place. Il s'agit de 40 recommandations sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et 9 sur le financement du terrorisme. C'est dans ce cadre que s'est déroulée en mai 2009 l'évaluation de la conformité du dispositif français de lutte anti-blanchiment et de lutte contre le terrorisme à laquelle l'autorité des marchés financiers a participé, le secrétaire général y reviendra sans doute. Cette évaluation a visé les dispositifs juridiques, le secteur institutionnel et le secteur privé. Schématiquement, il s'agissait d'expertiser toutes les entités de la chaîne financière, les organismes financiers, banques, assurances, mutuelles, Banque de France, les intermédiaires immobiliers, les responsables de casinos et de sociétés organisant des jeux de hasard, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les notaires, huissiers de justice, administrateurs et mandataires judiciaires, les avocats, les commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de vente volontaire de meubles aux enchères publiques. Alors rassurez-vous, tout ça n'est pas du domaine de l'AMF. Mais le rapport d'évaluation auquel nous avons participé a été discuté lors de la réunion plénière en février 2011. Je crois qu'on peut s'enorgueillir du fait que le GAFI a placé la France parmi les 3 pays les plus performants dans le monde en matière de lutte anti-blanchiment. Nous pouvons également souligner que le président du GAFI a présenté le dispositif français comme un modèle à suivre, effet très rare au GAFI. La France ne devra rendre compte des améliorations apportées à son système que tous les 2 ans, contre 1 an pour la plupart des pays, voire 6 ou 3 mois. Le rapport du GAFI a souligné le caractère adéquat et exhaustif des mesures visant à empêcher toute utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement des terrorismes, grâce à la transposition de la 3e directive anti-blanchiment, complétant et étendant un dispositif déjà solide. Les obligations actuelles de vigilance à l'égard de la clientèle et de déclaration des opérations suspectes, imposées aux professionnels financiers, éléments clés de tout dispositif national et standards extrêmement exigeants auxquels seuls 3 pays membres du GAFI avaient été estimés conformes auparavant, sont ainsi jugées très complètes et largement conformes aux recommandations du GAFI. Le rapport a relevé également la qualité de la surveillance exercée sur les établissements financiers par les autorités de surveillance, les autorités de supervision, que ce soit l'autorité de contrôle prudentiel que vous avez sans doute eu l'occasion de voir, Monsieur le Président, ou l'autorité des marchés financiers. Cette surveillance est jugée efficace et dissuasive compte tenu de l'action préventive, des contrôles et des sanctions prononcées par ces autorités en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Concrètement, l'AMF
sensibilise les professionnels. Alors, quels professionnels? Les sociétés de gestion de portefeuille, les dépositaires centraux qui sont en général des banquiers qui exercent ces fonctions, les banques, et les conseils en investissement. Ces conseils en investissement, c'est ce qui est le plus difficile à surveiller parce que c'est ce qui est le plus nombreux et c'est là où les organisations professionnelles sont les plus faibles, pour être clair. À leur obligation d'évaluer les risques encourus avant l'entrée en relation d'affaires, c'est-à-dire identifier et vérifier le client et ses opérations, ou avant la réalisation de l'opération, et ensuite durant la relation d'affaires, par l'exercice d'une vigilance constante, leurs obligations devant être renforcées lorsqu'ils ont affaire à des clients sans présence physique, à des produits qui favorisent l'anonymat et à des opérations avec des organismes, avec des pays, non coopératifs. De même, nous insistons sur leurs obligations particulières lorsqu'ils rencontrent les personnes exposées politiquement et qui travaillent sur des opérations complexes d'un montant inhabituellement élevé, sans justification économique apparente ou sans objet licite apparent. Alors, pour résumer, les obligations à remplir de la part des professionnels sont un devoir de vigilance constante à l'égard de leurs clients et des bénéficiaires effectifs, avec une identification et vérification de l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs, recueil de toute information pertinente sur le client, je l'ai dit, notamment sur l'objet et la nature de la relation d'affaires. Et puis, deuxièmement, un examen de la cohérence des opérations effectuées avec leur connaissance actualisée des clients, une déclaration à Tracfin de toutes opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent notamment qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a intervention de sociétés écrans, opacité ou sophistication d'opérations financières non justifiées au regard des pratiques habituelles. Et enfin, une mise en place au sein des professionnels de systèmes d'évaluation, de classification et de gestion des risques de blanchiment de capitaux, d'une organisation de procédures internes permettant de satisfaire aux obligations de vigilance, de contrôle que j'ai indiquées. Alors, le rôle de l'autorité des marchés financiers est de contrôler le respect de ces obligations, ainsi que, le cas échéant, son pouvoir de sanction à l'encontre des professionnels. Les sanctions en ce domaine encourues sont les mêmes que pour les autres manquements et suivent les mêmes procédures, c'est-à-dire qu'elles sont établies à la suite de griefs qui sont dressés par le collège de l'autorité des marchés financiers, à la suite d'enquêtes qui sont proposées et conduites par les services de l'AMF sous l'autorité du secrétaire général et transmises ensuite à une commission des sanctions qui est aujourd'hui présidée par une magistrate de l'ordre judiciaire qui est Madame Claude Noquet et à laquelle ni le secrétaire général ni moi-même ne sommes partis. Donc les sanctions encourues sont les mêmes que pour les autres manquements à l'encontre de professionnels assujettis. Avertissement, blâme, interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, sanction pécuniaire d'un montant de 100 millions d'euros ou du décuple des profits réalisés, et à l'encontre des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces professionnels, avertissement, blâme, interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités, sanction pécuniaire d'un montant de 300 000 euros ou du quintuple des profits réalisés. Je vous laisserai bien évidemment tous ces éléments. Lorsque dans l'accomplissement de ces missions, l'AMF découvre des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux, comme je l'ai dit, elle doit en informer Tracfin, qui la tient informée des suites réservées à cette information. Et nous coopérons étroitement avec Tracfin et nous avons élaboré avec ce dernier des lignes directrices pour compléter la réglementation actuelle par un volet pédagogique à destination des professionnels relevant de notre compétence. En effet, en instaurant l'approche par les risques et en renforçant l'obligation de déclaration de soupçons à Tracfin, la transposition a profondément, je suppose que c'est la transposition de la directive, a profondément modifié les obligations professionnelles des sociétés de gestion, conseillers financiers en investissement, dépositaires bancaires et également ceux qui sont chargés des mécanismes de règlement livraison d'instruments financiers qui sont aussi soumis à ce contrôle de l'AMF. Le point que je voudrais indiquer, c'est que ces relations avec Tracfin
ont quand même, sous le contrôle du secrétaire général, je salue le vice-président Yvon Collin, les relations avec Tracfin ont été renforcées ces dernières années. Si nous nous étions vus il y a 4 ans, 3 ou 4 ans, je ne vous aurais pas tenu ces propos. Il y a eu un renforcement, ça je tiens à l'indiquer au Parlement, des relations entre Tracfin, la direction des enquêtes, la direction des contrôles. Nous avons une personne qui suit maintenant davantage ces opérations et il y a eu des rencontres entre le secrétaire général de l'AMF, Thierry Franck, et le directeur de Tracfin, Jean-Baptiste Carpentier, pour renforcer cette coopération. Alors, en ce qui concerne la coopération internationale et les centres offshore, la coopération internationale, je l'ai dit, de l'AMF s'exerce dans le cadre de ses enquêtes et de la surveillance des marchés et de l'échange d'informations sur les intermédiaires financiers. La liste des États et territoires considérés comme non coopératifs, comme vous le savez, au plan de l'échange d'informations fiscales et au titre de l'année 2012, composé du Botswana, de Brunei, du Guatemala, des îles Marshall, de Montserrat, de Nauru, de Niue et des Philippines. À ce jour, l'AMF n'a pas eu besoin de solliciter ses homologues situés dans ces États. Elle a en revanche constaté la réalisation de gros progrès depuis quelques années dans l'efficacité de la coopération internationale en matière boursière et s'estime globalement satisfaite des réponses apportées à ces demandes d'information. Il y a des pays avec lesquels les relations sont plus ou moins faciles. Ce sera à votre disposition pour vous le dire. Mais enfin, il y a même des progrès qui ont été réalisés avec la Suisse, avec Israël, qui n'était pas toujours évident. L'autorité des marchés financiers est par ailleurs très active dans les travaux menés au sein de l'OICV pour favoriser la coopération internationale. Nous sommes membres du groupe de travail portant sur les enquêtes, la coopération internationale et l'échange d'informations entre régulateurs qui cherchent à améliorer la coopération avec ceux qui sont considérés comme peu coopératifs, qu'ils soient membres ou non de l'Organisation internationale de surveillance des marchés, l'OICV. Après les avoir identifiés à partir de cas concrets restés infructueux, un dialogue confidentiel est engagé afin de comprendre les difficultés, trouver des solutions. Les obstacles sont généralement liés aux lois sur le secret bancaire, comme vous pouvez le savoir, et au fait que certaines réglementations exigent la violation préalable d'une loi locale pour coopérer. Et ce groupe de l'Autorité internationale de surveillance des marchés financiers cherche également à anticiper l'apparition de nouveaux centres non coopératifs utilisés pour faire des opérations boursières illicites. Le nouveau secrétaire général de cette organisation, l'OICV, David Wright, qui est un Britannique mais qui a passé beaucoup de temps à la Commission européenne, est particulièrement sensibilisé à ces sujets. C'est quelqu'un, je vous le signale, qui s'exprime remarquablement bien en français et que vous pourriez, dans le cadre de vos travaux, avoir intérêt à rencontrer parce que, d'une part, de par ce qu'il a fait à Bruxelles et d'autre part, dans ses fonctions dans l'Organisation internationale de surveillance des marchés financiers, c'est quelqu'un qui a une compétence très, très grande en ce domaine et qui est parfaitement clair sur ces sujets. Donc, cette organisation internationale participe aussi activement au groupe qui étudie les candidatures à la signature de l'accord multilatéral d'échange d'informations sur ces sujets. C'est devenu un standard international qui a été élaboré par l'OICV pour faciliter l'échange d'informations entre ses signataires dans le cadre des enquêtes menées sur les suspicions d'infractions boursières. Donc, chaque candidat membre de cette organisation internationale doit pouvoir démontrer aux membres de ce groupe que son système juridique lui permet de réunir les informations demandées, de les transmettre sans restriction à leurs homologues afin d'être utilisées dans les cas prévus à l'accord et aucun pays, sous le contrôle de Thierry, ne peut plus aujourd'hui être admis comme membre de l'OICV s'il ne peut montrer sa capacité à signer ce qu'on appelle en mauvais français ce Memorandum of Understanding, c'est-à-dire ce projet d'accord. Donc, vous le constatez, ce sujet de l'évasion des capitaux englobe le fonctionnement des marchés et tous les acteurs de la chaîne financière. Je suis aussi lucide, c'est-à-dire que on croit à chaque fois avoir réalisé de grands progrès, mais c'est comme l'hydre à qui l'on coupe la tête, à chaque fois cela repousse de manière différente, tant les différentes ramifications et tentacules sont importantes. Donc, surtout lorsque nous, nos assujettis,
Je ne parle pas des institutions financières qui ont l'habitude de cette coopération, notamment avec Tracfin, et qui coopèrent bien en direct avec Tracfin. Mais nous avons des sociétés de gestion de grande dimension, nous avons des sociétés de gestion de très petite dimension, et comme je l'ai dit, nous avons des milliers de conseils en investissement financier qui nous est très difficile de surveiller. Pour vous donner un exemple, il y a plusieurs milliers de conseillers d'investissement financier en France. On a réalisé avec les moyens qui sont ceux de l'autorité des marchés financiers, voilà. Enfin, on a fait une dizaine de contrôles bien choisis par le secrétaire général d'ailleurs, qui permettent d'avoir suivi les cas les plus délicats. Mais enfin, vous voyez la proportion entre le champ de la profession, je le redis au Parlement, et le nombre de contrôles qui peuvent être faits et l'organisation professionnelle qui doit contrôler ces conseils en investissement financier parce que, je le redis ici, tant que cette profession ne sera pas suffisamment encadrée, on connaîtra toujours dans ce domaine, que ce soit dans le domaine des délits boursiers et ce qui peut être recouvert en termes de lutte contre le blanchiment, beaucoup de difficultés. Voilà ce que je souhaitais vous dire avant que le secrétaire général, beaucoup plus savant que moi, puisse répondre aux questions relatives aux enquêtes, diligences et coopération avec les différents États. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais passer la parole au rapporteur et Monsieur le Secrétaire Général. À moins que vous ayez quelque chose à compléter, Monsieur le Secrétaire Général, mais je pense, j'ai cru comprendre que c'était dans la réponse aux questions que cela se ferait. C'est bien cela. Voilà. Bon. Alors, Monsieur le rapporteur, les questions. Bien, merci, Monsieur le Président. Première question assez générale sur votre organisation. D'abord, j'aimerais connaître les moyens dont vous disposez dans votre autorité. Et puis, bon, vous l'avez évoqué très brièvement, mais l'organisation de vos services et ensuite les procédures. Comment fonctionnez-vous? Est-ce que vous exercez un contrôle au fil de l'eau de manière systématique ou c'est sur la base d'un soupçon, d'un signalement, etc. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans un premier temps votre organisation générale, s'il vous plaît? Oui, alors l'AMF compte 440 collaborateurs aujourd'hui. Enfin, c'est à l'unité, pas tout à fait à l'unité près, ça change tous les jours, mais environ 440 pour surveiller les transactions financières à la Bourse de Paris. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, les ordres passés à la Bourse de Paris en une année, l'échelle, c'est le milliard aujourd'hui, le milliard de transactions. Pour surveiller environ 700 sociétés cotées qui font appel à l'épargne publique, pour surveiller environ 600 sociétés de gestion, 700 autres prestataires de services d'investissement, et environ 6000 conseillers en investissement financier. J'ajoute qu'au-delà des transactions boursières à la Bourse de Paris, est en cours l'extension du champ de la surveillance de l'AMF à tout type de produits dérivés, y compris les dérivés sur matières premières. Paris est un centre où il y a quelques activités, notamment dans le domaine agricole. Et également, nous sommes depuis peu le surveillant, nous sommes compétents sur le marché des quotas de CO2. Voilà l'univers que nous devons surveiller, contrôler. Notre dispositif est organisé de la manière suivante. Nous avons d'une part des équipes qui assurent une surveillance. Alors, surveillance des transactions, ce sont une équipe dédiée et chaque jour nous passons des tests statistiques sur l'ensemble des transactions que nous recevons pour détecter des mouvements anormaux et ensuite nous les analysons. Pour vous donner une idée, il y a environ 300 alertes qui nous remontent chaque jour. Évidemment, beaucoup ont une explication facile et celles qui sont
plus énigmatiques, nous menons une analyse de ces cas qui ensuite peuvent déboucher sur une décision de ma part, déboucher sur une enquête. Nous avons aussi développé une surveillance accrue des intermédiaires financiers. Nous avions déjà depuis longtemps une surveillance assez importante et rapprochée des sociétés de gestion de portefeuille. Nous avons décidé d'accentuer aussi la surveillance des agissements des différents intermédiaires de marché. Donc ici, c'est la veille en amont pour détecter des problèmes. Et nous avons deux autres équipes qui, elles, sont les équipes de contrôleurs et d'enquêteurs, qui, au vu donc de cette surveillance ou de dénonciation de l'extérieur, hein, on a aussi des cas qui nous proviennent de cette manière, lorsqu'il nous semble que nous pouvons subodorer, soupçonner soit un délit, un manquement boursier, manquement d'initié, manipulation de cours ou fausse information, ou un manquement aux obligations professionnelles des professionnels réglementés, nous déclenchons un contrôle. Pour les contrôles sont réservés aux manquements aux obligations professionnelles ou une enquête qui, elles, sont ciblées sur les manquements boursiers. C'est dans le cadre de ces enquêtes, notamment, que nous pouvons, si j'ose dire, tomber sur une situation qui nous font alors soit des mouvements anormaux que nous ne pouvons pas relier à des manquements boursiers, et à ce moment-là, nous indiquons simplement, nous transmettons à Tracfin ce que nous savons de ces mouvements anormaux, à eux de voir si ça peut relever d'une logique de blanchiment, quel que soit le délit sous-jacent, mais donc y compris la fraude fiscale. Si nous tombons sur un cas où il nous paraît, où on est en face clairement d'un délit, y compris un délit fiscal, à ce moment-là, nous transmettons l'affaire au parquet. Mais donc nous ne recherchons pas, dans le cadre des enquêtes, un délit fiscal, mais nous, comme l'a indiqué le président, il nous arrive, bien entendu, de tomber sur des cas de ce type, comme les deux exemples qui ont été soulignés par le président. Et dans le cadre des contrôles, ici, alors nous pouvons tomber aussi sur un cas de fraude fiscale, mais ce qui arrive le plus souvent, c'est plutôt des déficiences en matière d'organisation dans la lutte contre le blanchiment des professionnels. Et en fonction du degré de gravité de ces insuffisances, nous demandons, nous exigeons une mise au carré du professionnel, ou nous proposons au collège de notifier des griefs, encore une fois pour les cas les plus graves, en vue d'une éventuelle sanction. Pour donner un ordre d'idées, nous avons une trentaine de contrôleurs, une quarantaine d'enquêteurs, et pour effectuer la surveillance à la fois, alors je ne parle pas des sociétés cotées, puisque nous surveillons aussi les sociétés cotées, mais la surveillance des professionnels financiers et des transactions financières. En réalité, les moyens les plus importants sont les moyens informatiques, hein, puisque nous sommes dans une jungle, enfin dans un océan de données et de transactions, donc l'homme n'y suffit pas, mais il faut aussi de l'intelligence pour cela, et nous avons une trentaine de collaborateurs qui
sont dédiés à la surveillance, encore une fois, des transactions et des professionnels réglementés. D'accord, merci pour cette présentation. Vous avez cité le chiffre d'1 milliard de transactions jour ou c'est sur quelle période? Alors, ce ne sont pas les transactions, ce sont les ordres passés en bourse qui ne donnent pas toujours lieu à des transactions, mais nous auscultons aussi, pas seulement les transactions, mais aussi les ordres, notamment pour détecter des cas de manipulation. Et aujourd'hui, on est à plusieurs milliards d'ordres. Ce sont des statistiques un peu mouvantes, mais c'est l'ordre de grandeur. Par an. Vous avez donc cité 300 cas d'alerte, donc délit d'initié, manipulation de cours, fausse information, c'est l'essentiel. Ça, c'est par jour. Par jour. Donc des alertes qui viennent des tests statistiques. Encore une fois, les tests statistiques, bon, on leur limite. Et donc sur les 300 cas, il est bien évident qu'il y a la majorité des cas s'explique très simplement par ailleurs, et donc ne donne pas lieu à analyse poussée. Donc pour donner un ordre de grandeur, pour les enquêtes, donc les abus de marché, les manquements boursiers, l'analyse poussée des alertes et parfois des soupçons qui sont dénoncés par soit des professionnels, soit même d'ailleurs parfois des particuliers, donne lieu à l'ouverture d'environ entre 40 et 50 enquêtes par an. Nous menons aussi des enquêtes à la demande de nos homologues étrangers, lorsqu'une partie de ce qui les intéresse s'est passé en France ou est lié aux agissements de personnes françaises. Est-ce qu'il vous est arrivé dans ces alertes de repérer des faits de fraude fiscale? Alors, au niveau des alertes, si vous voulez, nous voyons des mouvements. Il est généralement pas possible de déterminer immédiatement qu'il s'agit d'une fraude fiscale. On détermine assez facilement un certain nombre d'opérations qui sont facilement expliquées par ce qu'on peut appeler l'optimisation fiscale et qui est légale. Bon, ça, il y a quelques cas classiques. Selon, par exemple, typiquement le versement du dividende ou du coupon d'une obligation, en fonction de la situation fiscale des investisseurs, ils peuvent avoir intérêt à ne pas recevoir le dividende et donc faire un aller-retour et plutôt avoir une plus-value ou plutôt une plus-value. Donc il y a des opérations de ce type qui s'expliquent très bien par des considérations fiscales et très immédiatement sans qu'elles soient dénonçables. Pour arriver à la conclusion qu'il y a manifestement ou de façon quasi certaine un délit fiscal qui donne lieu donc à transmission au parquet, généralement c'est au cours d'une enquête parce qu'il faut aller plus loin que le simple examen d'une transaction. Voilà. Et si il nous arrive dans ces analyses liées aux alertes de penser qu'il n'est pas possible, il est très improbable que ce soit lié à un manquement boursier, et donc à ce moment-là, nous n'allons pas ouvrir d'enquête, puisque c'est notre but. Mais en revanche, considérer que l'opération paraît bizarre, et à ce moment-là, nous transmettons cette opération à Tracfin. Donc, au terme de ces différents processus, il vous est arrivé de vous retrouver face à des délits reconnus, établis. Combien de transmissions, ça a donné lieu à combien de transmissions au parquet dans l'ensemble des affaires que vous avez à traiter, et pour quelle nature de faits précisément, sous couvert d'anonymat bien sûr, mais la nature des faits m'intéresserait d'être porté à notre connaissance.
c'est évidemment assez aléatoire, puisque encore une fois, c'est pas ce que nous recherchons, hein, donc c'est, j'allais dire, à l'occasion de nos enquêtes, donc c'est quelques unités par an. Alors, on a cité quelques cas de figure. Siège fictif, opération de dissimulation de bénéfices des sociétés. Nous, soyons clairs, nous détectons surtout des fraudes fiscales liées aux personnes morales. Puisque pour les personnes physiques, pour les personnes morales, vous avez le sens économique de l'opération qui vous guide. Pour les personnes physiques, c'est beaucoup plus difficile. Tout mouvement financier, d'une manière ou d'une autre, peut s'expliquer. Pour une personne physique, peut trouver des explications raisonnables. Donc, c'est centré beaucoup sur les personnes morales, plutôt que les personnes physiques. Bien entendu, il peut nous arriver, dans une enquête, de voir un compte un compte important dans un pays, dans des pays qui peuvent laisser penser qu'une partie de ces sommes sont le fruit de fraude fiscale, mais ça ne peut être qu'un vague soupçon. Et là, il est bien évident que nous ne pouvons aller plus loin que se garder dans le coin de la tête que peut-être y a-t-il eu un jour une fraude fiscale qui explique la nature de ces comptes. Mais encore une fois, il nous faut quand même des éléments sérieux d'anormalité pour envoyer des éléments en Tracfin, et il faut non pas certitude, puisque nous ne sommes pas le juge pénal, mais un très fort soupçon, une forte présomption pour envoyer un dossier au parquet. Ça m'amène à la question suivante. Dans votre travail de suivi des régulations, de contrôle de l'activité bancaire, on sait que de nombreuses banques françaises ont des entités dans les paradis fiscaux. Et vous êtes donc, j'imagine, confronté à cette réalité aujourd'hui aussi dans le cadre de votre enquête. Comment vous comportez-vous par rapport à cette situation quand il existe des structures opaques dans un organisme bancaire mondial implanté dans des paradis fiscaux, offshore? Est-ce que vous suivez un peu plus particulièrement les ordres provenant de ces territoires-là? Quelle est votre attitude, quelle est votre démarche, votre stratégie par rapport à cette difficulté à laquelle vous devez, j'imagine, être confronté? Alors, il y a deux points ici. Premier élément, nous ne contrôlons pas les banques de façon générale. C'est l'autorité de contrôle prudentiel qui contrôle les banques. Nous contrôlons ou nous surveillons certaines activités des banques lorsqu'ils sont prestataires de services d'investissement. Donc, pour les dispositifs anti-blanchiment, l'organisation des dispositifs anti-blanchiment à l'intérieur des groupes bancaires, c'est l'autorité de contrôle prudentiel donc qui est en charge. Deuxième point, quelles sont les informations que nous recevons automatiquement? Les transactions, donc sujet qui s'étend encore une fois des transactions boursières classiques au marché dérivé. Nous recevons toutes les transactions menées par un quelconque intermédiaire financier en Europe pour notre domaine de compétence, donc typiquement une valeur cotée à la Bourse de Paris. Nous recevons ces transactions automatiquement, chaque jour, donc de l'ensemble de l'Europe. Mais ce que nous recevons, nous n'avons pas l'identité du bénéficiaire de l'opération. Nous avons l'identité de l'intermédiaire financier.
Et donc, si nous souhaitons, lorsque nous jugeons qu'il faut analyser plus avant la transaction, si nous souhaitons l'analyser, il faut alors demander à l'intermédiaire financier de nous donner le nom de la personne qui est derrière la transaction. Et à ce moment-là, c'est là que nous pouvons arriver dans un centre offshore, typiquement. L'intermédiaire sera généralement européen, mais le bénéficiaire économique de l'opération peut être installé en Europe, en dehors de l'Europe et dans un centre offshore. À ce moment-là, pour aller plus loin dans les investigations, nous demandons les informations à notre autorité sœur dans le pays en question, y compris les centres offshore. Et de ce point de vue-là, il faut bien avouer que la plupart des centres offshore à qui nous avons eu affaire ces dernières années coopèrent, effectivement. Je crois qu'il faut dire les choses clairement. S'ils coopèrent effectivement, c'est parce qu'ils savent que nous ne recherchons pas de délits fiscaux, mais des délits boursiers. Et que la plupart des centres offshore ont bien compris que ne pas coopérer pour les délits boursiers, ce n'est pas bon pour leur image de centre financier. Il y a peut-être des raisonnements un peu différents en matière fiscale. C'est bien dit. Voilà. Sur l'enquête, vous avez cité 2 enquêtes, notamment une concernant une société qui avait un siège social au Luxembourg. Quelle a été l'attitude du Luxembourg? Est-ce qu'ils ont été très coopératifs sur le domaine, sur le sujet? Il n'y a eu aucune difficulté, effectivement. Question suivante, est-ce que votre rôle, votre travail a évolué, et si oui, dans quelle mesure et dans quelle proportion, depuis les derniers G20, notamment celui où on avait un peu inscrit à l'ordre du jour la lutte contre les paradis fiscaux, l'évasion, en 2009, est-ce que votre rôle s'en est trouvé renforcé et modifié, et si oui, de quelle manière? Sur la fraude fiscale, non. En tant que tel, non. En revanche, il est tout à fait clair qu'il y a une pression accrue sur les pays qui restent non coopératifs ou peu coopératifs vis-à-vis de nous. Donc ça exerce une pression supérieure. On voit bien qu'un certain nombre de pays cherchent à montrer qu'ils jouent le jeu. On a aussi, je pense qu'il faut le dire, on a aussi des grands pays émergents. Beaucoup coopèrent très bien. Certains sont moins à l'aise pour coopérer et une pression s'exerce plus fortement sur eux. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas coopératifs, mais je pense qu'il y a une habitude à créer. Je vais prendre un exemple, la Chine. Jusqu'à une période récente, nous n'avions pas à coopérer avec la Chine, nous n'avions pas de cas réellement de cela. C'était le cas pour l'ensemble des Occidentaux. Le monde change très vite. Aujourd'hui, nous commençons à avoir besoin de l'aide de la Chine dans certaines de nos enquêtes. On sent bien qu'ils ne sont pas complètement à l'aise, mais dans le cadre du G20, je ne doute pas que si la coopération est un peu longue aujourd'hui, qu'elle s'améliore dans les siècles à venir. Non, dans les trimestres à venir. Voilà. Bien, je vais ça pour l'instant, laissez la... Madame Bouchou. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour la clarté de votre propos. On l'a bien compris, la fraude fiscale n'est pas votre cœur de métier. Je dirais que c'est une activité annexe-connexe. Et lorsque vous avez des doutes ou des interrogations, vous transmettez les dossiers au parquet.
Je me posais la question de savoir, c'est ma première question, si ensuite vous faites un travail un petit peu de réflexion ou statistique sur le nombre de cas que vous avez transmis au parquet, d'une part, et d'autre part, ce que ces cas transmis au parquet ont donné, c'est-à-dire si le suivi est de 50%, est-ce qu'un tiers des cas que vous avez signalés ont été suivis de poursuites pénales ou pas? Donc ça, c'est ma première question. Le suivi des cas transmis au parquet, et évidemment, on comprend le rôle crucial de la politique du parquet en la matière. Deuxième question, vous nous avez bien signalé la zone de flou avec un certain nombre de professions peu réglementées, des entreprises un petit peu diverses en conseil. Moi, j'avais plutôt envie de vous poser la question en amont du rôle des conseils d'administration de nos grandes entreprises françaises. Vous savez comme moi que l'entre-soi y est très pratiqué, qu'un grand nombre d'administrateurs croulent sous le travail et les dossiers, et on m'a expliqué, pour avoir été furtivement dans un grand conseil d'administration, que le principe de confiance était dominant et qu'a priori, on n'épluchait pas un dossier de façon exhaustive avant une session et qu'en fait, seuls quelques membres du conseil d'administration, dans une répartition des rôles faite à l'avance, planchaient sur ces questions-là. Et donc, je m'interrogeais sur votre vision du rôle français des conseils d'administration, notamment par rapport à ce qui peut se pratiquer en Allemagne, où là, tout le monde sait que le rôle des administrateurs correspond à une autre culture, à une autre formation. Il y a du training avant tous les conseils d'administration. Et donc là, je dirais, il y a une culture différente de l'administrateur. Est-ce que vous avez une vision de cela ? Et troisième et dernière question, évidemment, ça c'est plus au cœur de votre métier, le rôle de l'information, la communication de l'information, les fuites. Et là, juste vous poser la question suivante. On a en France une profession journalistique très courageuse et qui fait très très bien son métier. Pour autant, on a des groupes de presse, eux, qui ont des intérêts extrêmement liés à des grands groupes industriels, à des grands groupes bancaires. Et donc, dans ce domaine-là, quelle est un petit peu la marge de manœuvre dont vous bénéficiez, sachant que l'information, c'est de l'argent, et que là, on travaille sur des choses extrêmement sensibles, avec des rumeurs, des fausses rumeurs, des contre-informations, et derrière, le marché des consultants, je dirais, qui là aussi aide les entreprises lorsqu'elles sont en difficulté, mais qui, vous le savez comme moi, peuvent aussi mettre en difficulté des entreprises rivales ou concurrentes en faisant des fausses fuites, des fausses informations, des rumeurs, etc. Je vous remercie. Très bien, Madame la Vice-présidente. Alors, avec l'aide de Thierry, nous allons vous répondre. On n'a pas fait de statistiques ad hoc sur les dossiers relatifs à des opérations de lutte contre le blanchiment, de financement de terrorisme ou de fraude fiscale adressées au parquet. En revanche, nous tenons des statistiques sur tout dossier à la suite d'enquêtes, de contrôle ou d'alerte que nous transmettons au parquet. Et nous avons, il y a quelques jours, mis à jour ces statistiques en ce qui concerne les enquêtes, vu quels étaient les dossiers qui restaient sans suite, vu les dossiers dans quel temps ils étaient traités par rapport au délai de traitement de l'autorité des marchés financiers. Voilà, d'une manière générale, ce que je puis vous dire, Madame la Vice-présidente, c'est que la comparaison n'est pas au déshonneur et au désavantage de l'autorité des marchés financiers, que ce soit en termes de sanctions ou que ce soit en termes de délai de traitement. Deuxièmement, en ce qui concerne les conseils d'administration, alors là, on est pour vous dire, vous avez cité le modèle allemand, il existe, mais enfin, chacun sait que je suis attaché au franco-allemand. Il y a aussi un modèle britannique qui, en ce domaine-là, existe et qui n'est pas mauvais non plus, qui compose aussi ses études. Il y a un modèle français qui s'est amélioré. C'est amélioré, d'une part, en termes de formation. Parce que vous avez, par exemple, un institut comme la formation des administrateurs. Je ne sais pas si vous avez auditionné Daniel Lebeil, mais il y a des progrès importants qui ont été faits en matière de formation des administrateurs, d'information, je crois, véritablement. Là aussi, c'est récent, mais qu'il y a des améliorations qui ont été faites. Deuxièmement, il faut distinguer, et nous l'avons fait dans le cadre de l'autorité des marchés financiers, puisque nous avons conduit un groupe de travail sur tout ce qui était la répartition des tâches entre les conseils et les comités d'audit. Et il est assez
légitime. Il se trouve que avec Thierry Franck, pour avoir été à la direction du Trésor, nous avons été nous-mêmes administrateurs, Thierry plus que moi, puisqu'il est resté plus longtemps, de sociétés à participation publique. Il est seul par ce que nous connaissons dans la pratique en tant qu'administrateur. Les dossiers, vous les examinez, il dépend de chacun des administrateurs que de s'investiguer dans les dossiers. Il n'y a pas de règles, enfin moi j'en parle sous contrôle de Thierry, qui interdisent à un administrateur de poser des questions, d'avoir accès à un dossier, et il serait anormal. Et il faudrait à ce moment-là le dire en termes de gouvernance à l'autorité des marchés financiers, qui n'a pas en tant que tel de pouvoir réglementaire, mais qui a le droit de voir comment certains codes de conduite, ça c'est au législateur de répondre, de savoir s'il faut aller plus loin en ce domaine, mais de voir si ces pratiques de bonne gouvernance sont respectées ou pas par rapport à ce que les codes dits FEDMEDEF disent. Moi, pour ma part, vous avez le comité d'audit qui a des fonctions particulières, vous avez les comités de nomination et de rémunération, où aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas toujours lorsqu'avec Thierry Franck nous étions à la direction du Trésor, les représentants de l'État, par exemple, sont membres aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, là vous avez raison. Et je crois qu'il appartient à tout administrateur de regarder les dossiers. Moi, en tout cas, Thierry répondra pour sa part. J'ai pas vu ou pas eu connaissance à l'AMF de plein d'administrateurs nous disant nous ne pouvons pas avoir accès à tel ou tel dossier où il y a une répartition qui est telle ou telle. Après, c'est pour l'autorité des marchés financiers, la responsabilité de l'administrateur reste individuelle et elle est collective dans son conseil. S'il n'a pas fait son travail, c'est une responsabilité individuelle. Alors, troisièmement, sur la profession journalistique, nous, ce que nous souhaitons, c'est nous contrôlons d'une part ce qu'est la qualité de l'information, l'objectivité de l'information, l'exhaustivité de l'information à travers les documents qui sont donnés par la société. Et que ce soit, vous comprendrez que sur ce point je sois prudent, mais peut-être le secrétaire général complétera, mais lorsque nous sommes en présence de rumeurs, de fausses rumeurs, quel que soit le respect que nous devons tous à l'indépendance journalistique. Mais lorsque nous apercevons qu'il y a des tentatives ou de manipulation ou de rumeurs dans la presse, nous faisons nos enquêtes et contrôles incluant ces rumeurs et auditionnons les représentants de la presse, quels qu'ils soient, sur les rumeurs et la manière dont ces rumeurs sont apparues dans la presse. Je ne sais pas si le secrétaire général, sur ce point, qui connaît mieux que moi, souhaite... Oui, pour les journalistes, il faut distinguer un cas particulier qui sont les journalistes qui sont amenés à faire des recommandations d'investissement. Là, il y a des dispositions qui sont assez particulières parce que, bien entendu, il n'est pas question de remettre en cause le secret des sources, etc. Mais ils doivent appliquer des règles de déontologie particulières parce qu'il est bien... Voilà. Il nous est arrivé déjà d'enquêter sur des journalistes qui avaient fait des recommandations et on s'est posé la question de savoir s'il y avait un intérêt personnel à faire ces recommandations. Bon. À ma connaissance, alors ma mémoire remonte peut-être pas assez loin, mais nous avons plusieurs fois mené des enquêtes là-dessus. Nous n'avons à ce jour jamais détecté d'opération. Alors, j'y pensais pas tout de suite, excusez-moi, mais c'est une sanction publique, donc je peux l'indiquer. Il y a un cas, c'est Nicolas Miguet, qui se trouve être journaliste. J'avais oublié cet aspect qui a été condamné récemment par l'AMF pour cela. Je précise qu'il y a des recours en cours. Voilà, nous avons quand même des moyens d'action. Alors, au-delà de ça, le relais de rumeurs, c'est un cas beaucoup plus difficile à traiter
il est tout à fait clair que le secret des sources s'applique, donc nous n'avons pas le pouvoir même de demander à un journaliste la source de la rumeur qu'il a relayée. Voilà, et bon, nous cherchons quand même à enquêter, mais il est tout à fait clair que c'est extrêmement difficile. C'est d'autant plus difficile quand le journaliste est en plus à l'étranger. Bien entendu. Vous est arrivé. Il y a une enquête en cours sur une rumeur. Une rumeur venue de l'étranger. C'est un cas bien connu. Oui. Oui, nous essayons, nous enquêtons aussi sur Internet, ce qui n'est pas non plus très facile, mais on a quand même des moyens. Il faut quand même souligner que la plupart des rumeurs que l'on entend, bon, il peut y avoir des... Enfin, la plupart des rumeurs qui nous semblent avoir donné lieu possiblement à des opérations financières, parce que vous pouvez avoir des rumeurs qui n'ont pas eu d'impact parce qu'elles n'étaient pas crédibles, donc ça ne nous préoccupe pas trop. En revanche, des rumeurs qui ont eu un impact, soyons clairs, dans la plupart des cas, nous sommes amenés à investiguer dans des salles de marché. Hein. Et donc il y a peut-être eu le truchement à un moment donné d'un journaliste, mais c'est quand même souvent là que ça se passe. Oui. Hein. Et là aussi, ça n'est pas facile d'enquêter, mais nous ne désespérons pas. Mais soyons clairs, les rumeurs, c'est un des sujets les plus difficiles à appréhender dans le cadre d'une enquête. Pour tous les régulateurs d'ailleurs, qu'ils soient français, allemands ou britanniques. Je pense que ça vaut pas seulement pour la matière boursière. La parole est à M. Vaugrenard. Oui, merci Monsieur le Président. En vous entendant, Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire Général, j'ai bien compris que la coopération internationale semblait être plus importante lorsqu'il s'agit de délits boursiers que lorsqu'il s'agit de délits de fraude fiscale. Semble-t-il une constatation partagée. Vous avez évoqué tout à l'heure l'Organisation internationale de surveillance des marchés financiers. Je voudrais savoir si au niveau du territoire européen, pas seulement l'Union européenne, mais du territoire européen, si cette coopération est importante, est plus importante, et est-ce qu'elle se fait, y compris en direction des États qui aujourd'hui sont jugés comme coopératifs, alors qu'ils restent quand même des paradis fiscaux? Par exemple avec le Luxembourg, avec les îles anglo-normandes, Andorre, Monaco ou la Suisse par exemple. Et vous nous disiez que lorsqu'il y avait des enquêtes à votre demande, les homologues étrangers, vous avez cité le Luxembourg, répondaient de manière positive aux demandes d'enquête dès lors qu'il s'agissait de délits boursiers. Nous avons constaté dans les différentes auditions que lorsqu'il s'agissait d'enquêtes menées par un juge, c'était beaucoup plus compliqué. Est-ce que, de manière un peu réciproque, vous avez des demandes de vos homologues étrangers d'enquête de délits boursiers en France de la part des pays que je viens de citer? Deuxième point, la difficulté dans tout cela, que ce soit dans les délits de fraude fiscale ou dans les délits boursiers, c'est qu'on a le sentiment d'avoir toujours un temps de retard. Et que ceux qui souhaitent frauder ont un peu, parfois, un temps d'avance sur nous. Donc au sein de l'autorité des marchés financiers, est-ce qu'il existe une cellule de recherche, d'innovation, notamment par rapport au progrès technologique, pour permettre d'avoir l'ambition d'avoir un temps d'avance par rapport à ceux qui, de toute manière, sont toujours à la recherche de contourner la loi ou les moyens que nous mettons en place? Et est-ce que ceci existe? Ou si ça n'existe pas, et si ça existe, est-ce que c'est suffisant selon vous? Et est-ce que vous avez en quelque sorte les moyens de votre ambition, quoi? Troisième point, on constate souvent que l'exemplarité peut être un bon moyen d'éviter la fraude fiscale et probablement aussi les délits boursiers. Donc lorsque vous constatez des délits boursiers,
quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour en faire un minimum de communication pour que précisément l'exemplarité soit aussi source d'efficacité. Merci. Bien, c'est très clair. Monsieur Vaugrenard, sur l'aspect fiscal et boursier, je suppose que vous avez entendu également les agents de la Direction générale des impôts et de la direction de la législation fiscale, parce que pour avoir commencé ma carrière dans ces domaines, je ne voudrais pas laisser croire qu'ils ne font pas eux aussi le maximum en matière de coopération pour avoir ces différentes informations. Il y a aussi une coopération administrative fiscale. Ce que nous avons dit avec le secrétaire général, c'est que ce n'est pas nous qui en étions chargés. Au niveau européen, il y a une coopération qui est forte. On a des coopérations sur des délits boursiers. Vous avez cité les pays qui présentaient parfois le plus de difficultés. Si je m'en tiens à l'Union européenne, sous le contrôle de Thierry, en matière d'enquête, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est également partagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, près de la moitié des enquêtes et la moitié des travaux que nous faisons sont liés à de la coopération ou européenne ou internationale. C'est-à-dire que ça a une composante internationale. Ça, c'est aussi un fait nouveau. Avant, ça se faisait dans le cadre national. Maintenant, on reçoit, je sais pas, une quarantaine de cas. Dans la quarantaine de cas, dans les statistiques mensuelles que je reçois avec le secrétaire général, on voit que la moitié ont une origine européenne ou internationale. Donc, ça vaut dans les deux sens. Pour être clair avec vous, avec un certain nombre de pays, on a plus de difficultés à poser les règles, c'est-à-dire faire en sorte que nous soyons bien d'accord sur les règles qui vont limiter au maximum les délits boursiers ou les arbitrages réglementaires ou les arbitrages fiscaux liés à des interprétations réglementaires ou sur de la législation européenne. C'est le cas que nous avons avec le Luxembourg aujourd'hui, grâce à l'action du secrétaire général et en cas de résolution. Mais c'est plus dans ce cadre-là que nous avons le problème, c'est sûr. Les règles, qu'est-ce qu'on a voulu dire exactement sur la distribution de tel et tel produit ?